Dans la précédente leçon, nous avons tracé des courbes de demande et d'offre sur un marché fictif, celui des cours de SES. Nous avions dit d'un marché, dès la première leçon, qu'il opère la rencontre de l'offre et de la demande pour un prix donné, et nous allons maintenant voir à quelles conditions offre et demande s'équilibrent sur ce marché théorique que nous étudions. Dans cette quatrième leçon, nous traitons la troisième et dernière sous-partie de la première partie du cours, sous-partie intitulée « L'équilibre du marché est atteint à l'égalisation de l'offre et de la demande ». Notre première question est la suivante. Existe-t-il un équilibre du marché ? Il suffit de regarder les deux courbes, les courbes d'offre et de demande que vous avez face à vous, et la réponse, elle saute aux yeux. Oui, cet équilibre existe. Et dans le modèle, il consiste en l'égalisation de la demande et de l'offre pour une quantité d'équilibre notée Q étoile et un prix d'équilibre noté P étoile. Ici, la demande égalise l'offre pour une quantité qu'on a déterminée ici à 10 heures de cours de SES pour un prix d'équilibre de 25 € de l'heure de SES. On peut le formuler différemment. Quand le prix est à 25 €, la quantité de cours de SES offerte est égale à la quantité de cours de SES demandée. Reformulons une dernière fois. À 25 € de l'heure, vous et moi sommes sur la même longueur d'onde. Vous allez acheter, c'est-à-dire votre demande est de 10 heures de cours de SES, et je souhaite vendre, c'est-à-dire mon offre est de 10 heures de cours de SES. Vous devez être capable de repérer sur un graphique la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre au croisement des courbes d'offre et de demande. Je répète qu'à ce point d'équilibre qu'on note généralement E, la quantité offerte est égale à la quantité demandée et que nous la noterons cette quantité d'équilibre Q étoile, le prix lui est P étoile, le prix d'équilibre. Pourquoi le nomme-t-on ce prix d'équilibre? Car pour tout autre prix, et c'est ce que nous allons démontrer maintenant, pour tout autre prix, dans le modèle théorique de marché que nous étudions, pour tout autre prix, un déséquilibre se crée sur le marché. Reprenons notre exemple initial, celui du marché des cours de SES, mais mettons de côté toutes les valeurs numériques pour ne raisonner qu'avec l'aide du graphique. Par rapport à la situation d'équilibre, la situation peut se modifier sous l'effet de différents paramètres, de la variation de différents paramètres, sous l'effet d'une évolution du prix ou d'une évolution des quantités offertes et demandées. Nous allons nous focaliser uniquement sur l'évolution du prix. P étoile est donc notre prix d'équilibre, qui correspond, je répète, à une quantité Q étoile, quantité d'équilibre. Imaginons donc que pour une raison indéterminée, le prix du cours de SES baisse pour s'établir à P'. Ce qui peut sembler de prime abord une bonne nouvelle pour vous. En l'occurrence, le prix des cours de SES à l'heure est moins cher. Cela va vous permettre de consommer davantage de cours de SES. Vous êtes évidemment très heureux en tant que consommateur de cours de SES, mais ce changement de prix, il a des conséquences en chaîne qu'on va examiner maintenant. Parce que à ce nouveau prix, qui correspond pour moi à un nouveau niveau de rémunération, eh bien mon offre de cours de SES, elle devient plus faible. Les professeurs ne sont pas incités à dispenser beaucoup de cours de SES si le prix des cours de SES baisse. Autrement dit, nous voyons qu'ici va se créer un décalage entre la quantité demandée et la quantité offerte. Une partie de la demande de cours de SES qui est émise par les élèves n'est plus satisfaite par les professeurs. Dans le vocabulaire économique, on parle d'un rationnement, ici en jaune, d'un rationnement de la demande. On dit de la demande qu'elle est rationnée, c'est-à-dire qu'elle est en partie insatisfaite. Que va-t-il se passer alors? Dans un marché, j'insiste, théorique,
débarrassé des rigidités dont nous parlerons dans un instant, dans ce marché théorique, le prix devrait progressivement remonter. Pourquoi? Tout simplement parce que quand la demande est plus forte que l'offre, le prix s'élève. C'est là la seule loi de l'offre et de la demande, si elle existe. Souvenez-vous de ce que nous avons vu dans le dossier ensemble. Quand l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. Quand la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. Si cela reste encore trop théorique pour vous, pensez à un exemple. Par exemple, le marché de l'immobilier, le marché des biens immobiliers à vendre et à acheter. Quand il y a très peu de logements disponibles dans une commune, mais beaucoup de ménages souhaitant s'y installer, le prix des logements, vous le savez, il augmente. Même constat avec des tomates, par exemple. Si la demande de tomates reste constante, mais que du fait des intempéries, l'offre de tomates se réduit sensiblement, alors le prix des tomates augmente, car beaucoup de consommateurs veulent acheter des tomates, mais les tomates sont devenues rares. Tous ces exemples convergent vers un constat que je répète et répéterai longtemps, plusieurs fois en cours. En règle générale, quand la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente, et inversement, quand l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. La supposée loi de l'offre et de la demande, c'est ça, et pas autre chose. Voyons ce que cette supposée loi de l'offre et de la demande, voyons comment cette loi s'applique au marché des cours de SES, notre exemple. Rappelons qu'il y a pour ce marché plus de demandes que d'offres, puisque le prix, on l'a à l'écran ici avec nous, puisque le prix est passé de P étoile à P', un prix inférieur au prix d'équilibre. Comme la demande est, vous le voyez graphiquement, plus forte que l'offre, en application de la loi de l'offre et de la demande, le prix devrait remonter. Par exemple, le prix devrait s'établir à P secondes. Pour le prix P secondes, vous constatez vous-même sur le schéma qu'il subsiste un écart entre l'offre et la demande. La demande est encore supérieure à l'offre, donc la demande est encore un peu rationnée. C'est le signe que le prix d'équilibre n'est pas atteint. Il est seulement atteint pour un prix d'équilibre noté P étoile. P étoile dans notre exemple c'est 25 €, point où je le rappelle encore, la demande est strictement égale à l'offre. Avec P étoile et Q étoile, nous avons le prix d'équilibre du marché des cours de SES et la quantité d'équilibre du marché des cours de SES. Et nous avons déterminé au point Q étoile et P étoile le point d'équilibre. En économie, on évoque un équilibre partiel. Cet équilibre partiel, il est dit caractérisé de partiel parce qu'il s'agit d'un équilibre sur un seul marché et non pas l'équilibre sur tous les marchés qu'on nomme équilibre général. Le processus un peu complexe que nous venons de décrire, ce processus d'ajustement de l'offre et de la demande par les prix, c'est l'une des facettes de ce que l'on nomme l'autorégulation supposée des marchés concurrentiels théoriques. Alors qu'est-ce que l'autorégulation? L'autorégulation, ce serait la convergence spontanée de l'offre et de la demande vers l'équilibre sous l'effet de la variation du prix dans le modèle théorique, je le répète, dans le modèle théorique du marché. Le prix, si vous voulez, jouerait le rôle d'un signal qui orienterait le comportement des agents économiques, les ménages, les entreprises, les administrations, etc., qui orienterait donc le comportement des agents économiques pour les mener naturellement à l'équilibre du marché par l'égalisation de l'offre et de la demande. Sur un diaporama, avec ce marché fictif, ça a très bien fonctionné. On retrouve très facilement un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre par l'application de la loi de l'offre et de la demande. Mais dans la réalité, les marchés qu'on dit concrets, et non pas les marchés théoriques, dans la réalité, les marchés ne s'autorégulent que très rarement. Et les situations de rationnement de la demande et de l'offre, elles sont légion. Si vous souhaitez aller plus loin sur cette question, vous pouvez vous référer à la vidéo de première qui est disponible sur la chaîne, vidéo intitulée L'autorégulation du marché concurrentiel théorique. Bien sûr, il n'y a aucune obligation à la consulter. Reprenons le fil du cours et posons-nous une question.
Pourquoi avons-nous consacré tant de temps à l'étude de l'équilibre du marché en théorie tel que nous venons de le présenter? Alors que, je le répète, on n'est pas là pour le démontrer, mais admettez-le, alors que les marchés concrets, eux, ils fonctionnent complètement différemment de ce marché théorique. Pourquoi, pour le dire autrement, étudions-nous un modèle de marché qui s'autorégule alors que les marchés concrets ne s'autorégulent pas ou mal? Eh bien parce que, en fait, nous étudions des modèles à l'image des modèles qui sont utilisés par les économistes. Les économistes, ils construisent, puis manipulent eux aussi des modèles, comme notre marché fictif des cours de SES, et un modèle est une représentation simplifiée de la réalité. En l'occurrence, nous avons choisi, nous, dans notre modèle, d'éliminer l'une des caractéristiques fondamentales des marchés concrets, le fait qu'il existe de nombreuses rigidités, en d'autres termes, des freins à la variation de l'offre et de la demande et du prix. Pourquoi utiliser un modèle? Pour deux raisons principales. D'abord parce que nous utilisons en économie des modèles parce que la simplification est souvent une étape nécessaire à la compréhension. Personnellement, je pense que toute simplification est un choix pédagogique ou scientifique, un choix, et qu'en matière de sciences sociales, ce choix est souvent influencé par des présupposés idéologiques. Pour le dire autrement, et ce n'est pas quelque chose que vous avez à retenir si vous êtes un peu en délicatesse avec le contenu de la vidéo, c'est uniquement pour celles et ceux qui sont intéressés par ces questions. Ce choix, ce biais idéologique derrière le choix des modèles, on peut le comprendre de la façon suivante. Pour moi, les convictions politiques de celle ou celui qui a fait le choix du modèle, eh bien, elles influent sur les paramètres du modèle. Je vous invite donc, pour la suite de vos études, à non pas rejeter les modèles, parce qu'ils sont absolument nécessaires pour faire de l'économie, mais à vous livrer à leur examen critique, c'est-à-dire à vous demander pourquoi l'auteur de ce que vous lisez a choisi telle ou telle représentation de la réalité, tel ou tel modèle. En l'occurrence, choisir cette représentation du marché, celle que nous utilisons, qu'on appelle le marché concurrentiel théorique, eh bien, choisir cette représentation du marché nous incite à penser qu'un marché où les prix sont flexibles, où offre et demande peuvent varier de façon fluide, eh bien, ce marché constitue un idéal à atteindre pour les marchés concrets. Ce modèle théorique de marché, c'est le marché dit concurrentiel que vous examinerez davantage en première. Résumons la première des raisons pour laquelle on utilise des modèles en économie. Ils permettent, ces modèles, et c'est ce que vous avez à retenir tout simplement, ces modèles permettent de simplifier le fonctionnement du marché pour qu'on le comprenne mieux, ce marché. Mais, je le répète, cette simplification repose sur un certain nombre de choix, des choix qui sont souvent influencés par des biais idéologiques. La seconde raison pour laquelle nous utilisons des modèles en économie, il y en aurait bien d'autres, mais il faut faire des choix nous aussi, et la seconde raison pour laquelle on utilise un modèle en économie, c'est qu'un modèle permet de prévoir, de prédire. Par exemple, avec mon modèle de marché, je peux vous prédire, là vous n'avez pas à l'apprendre, juste à le constater graphiquement ensemble avec moi, je peux vous prédire qu'une hausse du prix des cours de SES, alors que le marché est à l'équilibre, va avoir pour première conséquence, en règle générale, une augmentation de l'offre, mais une baisse de la quantité demandée, ce qui fait qu'une partie de la quantité offerte pourrait ne pas être achetée. On dit alors que l'offre subit un rationnement, vous connaissez déjà ce terme. L'offre subit un rationnement, ici matérialisé par le trait en jaune. Je reste assez vague, car mon modèle, pour l'instant, c'est un modèle d'un type très particulier, c'est un modèle théorique. Par exemple, vous avez remarqué que j'ai complètement évacué de la représentation les valeurs numériques, parce que nous évoluons vraiment dans la théorie. Ce modèle théorique, il présente une situation qui n'existe pas
ce pourquoi je peux me permettre d'évacuer les valeurs numériques. Et donc, comme il représente ce modèle un marché qui n'existe pas, je n'ai pas à mobiliser de données statistiques à propos d'un marché qui existerait. Un modèle théorique, il se distingue d'un modèle qu'on qualifie d'économétrique. Un modèle théorique porte sur un marché qui n'existe pas, alors qu'un modèle économétrique, lui, il va s'appuyer sur des données pour prévoir le plus finement possible l'évolution d'un marché. Par exemple, prenons le cas du marché de la tomate. Un modèle économétrique de ce marché, eh bien, il compilerait des données sur l'offre, la demande, les prix des tomates ces 50 dernières années, par exemple en France. Il y ajouterait des données qui concernent les quantités de tomates en provenance d'autres pays, les capacités de production de tomates de ces autres pays et d'autres données encore, pour tenter de répondre précisément à des questions comme celle-ci. Quand le prix de la tomate française augmente de 30 centimes par kilo, de combien la quantité de tomates demandée varie-t-elle? Voilà le type de questions auxquelles sont capables de répondre des modèles économétriques, mais nous raisonnons avec un modèle complètement différent qui porte non pas sur des marchés existants, mais sur des marchés qui n'existent pas. Retenons donc cette distinction entre modèle théorique d'un côté et modèle économétrique de l'autre. Dans notre modèle théorique du marché, nous avons, je le rappelle, postulé, c'est-à-dire formulé l'hypothèse, que le prix est flexible. Mais nous avons surtout postulé, fait l'hypothèse, que la formation des prix, elle était libre, sans intervention de l'État notamment. Or, sur de nombreux marchés, la formation des prix, elle est influencée par l'existence de taxes et de subventions. C'est ce que nous allons voir dans la leçon numéro 5. Mais pour le moment, résumons les acquis de cette leçon numéro 4. Prenons ce temps. À l'issue de cette leçon, vous devez savoir d'abord identifier prix d'équilibre et quantité d'équilibre sur la représentation graphique d'un modèle théorique de marché. Cet équilibre, il s'observe, je le rappelle, au croisement des courbes d'offre et de demande, c'est-à-dire quand l'offre est égale à la demande. Dans ce modèle, toute variation du prix crée un rationnement théorique de l'offre ou de la demande à offre et demande constante. Si le nouveau prix, par exemple, est moins élevé que le prix d'équilibre, la demande est rationnée. A l'inverse, si le nouveau prix est plus élevé que le prix d'équilibre, c'est l'offre qui est rationnée. Ce que vous avez à retenir, c'est que la loi de l'offre et de la demande, elle s'applique dans ce marché théorique car il est exempt de toute rigidité pesant sur l'offre, la demande et le prix. Et donc, dans ce marché théorique, le prix évoluera de telle façon à ce que offre et demande s'égalisent pour atteindre cette fameuse situation d'équilibre. Ce point est complexe, ne vous inquiétez pas, il fera l'objet de plusieurs réexplications, plusieurs illustrations et plusieurs exercices en cours avant que vous soyez évalué sur votre maîtrise de ce mécanisme. Il est également important pour vous de connaître la définition de la notion de modèle en économie, une définition rigoureuse, et de savoir distinguer les deux types de modèles, les deux principaux types de modèles en économie, que sont les modèles théoriques et les modèles économétriques. Par ailleurs, vous devez comprendre que le modèle de marché que nous utilisons, il repose sur de nombreuses simplifications et hypothèses, gardez ça en tête. L'une d'entre elles est que dans le modèle que nous utilisons, nous supposons que les prix sont flexibles et qu'offre et demande peuvent varier facilement. Nous faisons donc l'hypothèse d'un marché débarrassé de ce que certains économistes nomment des rigidités, alors que les marchés concrets fourmillent de rigidités.